Bienvenue sur cette conférence d'une fresque de l'histoire de l'immigration dans le Grand Est qui est organisée par le réseau Mémoire et Histoire de l'immigration du Grand Est. Un petit mot sur ce réseau. Donc, c'est un réseau qui existe depuis 2010, qui était d'abord en Champagne-Ardenne, hein. Donc, c'était une initiative d'acteurs champardonnais de vouloir mettre en place, capitaliser, valoriser cette histoire et mémoire de l'immigration. À la fusion des régions, s'est posé la question, donc dès 2016, de l'étendre effectivement à l'ensemble de la région. C'était un réseau qui était porté par une structure qui s'appelle Initial. Donc, Edriss est d'ailleurs avec nous ce matin, puisque voilà, cette structure a porté pendant de longues années ce réseau. Donc, comme je vous le disais, depuis l'année dernière, le portage a été repris par l'ORIV, mais c'est un portage juridique. On a toujours un petit comité, en fait, pour travailler autour de ces enjeux. Donc, ça se définit comme une dynamique régionale citoyenne, hein, qui porte sur les questions d'histoire et de mémoire. Ça se veut un espace de rencontre, de partage pour toutes celles et ceux qui s'intéressent aux questions d'histoire des migrations, à leur trace dans notre région. Donc, les missions de ce réseau, c'est comme je vous le disais, capitaliser les ressources existantes, promouvoir les actions qui sont menées dans les champs relatifs à l'histoire et à la mémoire de l'immigration, de qualifier les acteurs, de les faire monter en compétences par le biais de conférences comme aujourd'hui, par exemple. C'est aussi un lieu de réflexion, de production de connaissances. Voilà, donc ça se traduit par l'organisation de visioconférences. On essaye de tenir 2 fois par an l'organisation de ce visioconférence avec à chaque fois un chercheur qu'on associe, qui peut être un historien, sociologue, voilà, qu'on associe effectivement à notre visio. Ça se traduit aussi par la réalisation de portraits d'acteurs qui mettent en avant des personnes qui s'engagent à préserver, transmettre et valoriser ces mémoires. Et puis, on a un gros projet là cette année, sur plusieurs années, on pense le mettre en place. C'est la création d'une future exposition qui va travailler autour de l'histoire et de la mémoire de l'immigration et de la mémoire des quartiers populaires. Donc, je vais laisser Muriel Maffesoli, donc directrice de l'ORI, va en dire 2 mots. Et puis ensuite, je reprendrai la parole pour présenter la matinée. Bonjour à tous et merci Émilie pour cette introduction, cette rencontre aujourd'hui. Effectivement, on a un projet, alors c'est un projet d'exposition qui est à l'initiative de l'ORIV et est devenu un projet collectif du réseau Mémoire et Histoire Nation. Il est soutenu financièrement par la DRETS du Grand Est et fort de l'expérience antérieure que nous avons de l'ORIV avec l'association Aléos et des universitaires, on avait déjà engagé un travail, une expo qui s'appelle De l'immigré au Chibani. Et sur la base de ce travail, on s'est dit que ça serait intéressant de poursuivre et travailler autrement, un peu plus loin sur ces questions, les préjugés et les représentations. On est dans un contexte actuellement où les représentations sont très nombreuses et il nous a apparu important de proposer un travail historique et sociologique sur 2 aspects, comme l'a dit Émilie, la question de la migration en Grand Est et les quartiers populaires. Au-delà des trajectoires individuelles et familiales, le travail que nous souhaitons, c'est permettre de rappeler l'impact des politiques publiques concrètement. Il nous paraissait important que ça deviendra une exposition itinérante
avec différents panneaux, avec une dimension pédagogique. Dans cette perspective, on s'est dit que ça serait intéressant d'avoir recensé déjà ce qui existe, parce que il y a plein de travaux qui ont été menés. On souhaite engager un questionnaire qui a été mis en ligne, qui permet de recueillir le recensement des initiatives déjà engagées sur l'un ou l'autre des sujets, donc immigration et quartier. Et ce questionnaire va nous permettre d'identifier les actions, les projets, les ressources existantes, mais aussi les ressources de personnes. Et tous ces éléments, on pourra le mettre en valorisation à la fois du site du réseau Histoire et Mémoire de l'immigration, mais aussi dans le cadre de l'exposition. Et je repasse tout de suite la parole à Émilie. Donc, effectivement, ce matin, nous accueillons Stéphane Cronenberger. Donc, pour, Bonjour à tous et bonjour à toutes. voilà, pour une visioconférence autour de l'histoire des mémoires et des dynamiques de l'immigration dans la région Grand Est. Donc, vaste programme que Stéphane va nous conter ce matin. Donc, c'est un historien de l'époque contemporaine, donc qui va nous permettre de partager son regard, ses analyses pour mieux comprendre comment l'immigration a modelé et continue de transformer ce territoire. Donc, on va avoir des éclairages historiques pour confronter un peu nos points de vue, enrichir notre réflexion, une mise en lumière finalement de cette histoire qui est à la fois complexe et très étendue, façonnée par la polarisation des migrations, la féminisation des flux, la richesse d'une société culturelle également. Donc, ça sera un moment privilégié pour mieux comprendre les parcours migratoires, leurs enjeux et leur impact sur le territoire. D'ailleurs, Stéphane Cronenberger, donc aujourd'hui, est un historien qui intervient à l'université Côte d'Azur. Non, alors, Aix-Marseille, j'ai fait ma thèse à l'Université Côte D'accord. d'Azur qui s'appelait avant Nice Sophia Antipolis et j'enseigne la géopolitique à l'Université d'Aix-Marseille, Aix-Marseille Université. Mais j'ai fait une thèse sur l'histoire de l'immigration dans l'Est et le Sud-Est de la France, hein. Eh bien, puisque tu sais mieux te présenter que moi je ne l'ai fait, je te propose d'enchaîner tout de suite, Stéphane. Voilà, et je te remercie. Je vous resalue une nouvelle fois. Je voudrais remercier d'abord, hein, bien sûr, Orive et le réseau de m'avoir invité. Comme je le disais tantôt, hein, j'ai déjà une longue histoire de compagnonnage avec le réseau. Je suis franc-comtois, hein, donc je suis né hors de la région Grand Est, mais il s'est trouvé que dans ma thèse, je me suis beaucoup intéressé, on va dire, à l'est de la France dans toute sa dimension, c'est-à-dire, hein, y compris, hein, beaucoup de territoires qui étaient sur la région Grand Est. J'ai intitulé cette intervention L'immigration dans le Grand Est, une histoire riche et de longue durée. C'est ce que je vais essayer, hein, de vous montrer. Alors bien sûr, on parlera, hein, à la fin de cette conférence, hein, des dynamiques plus contemporaines, hein. Émilie a déjà commencé à en parler, une féminisation des flux, hein, très, très importante récemment, une migration plus en famille, etc., hein. Mais il y a une grande histoire. Alors, Émilie posait la question, quand est-ce qu'on commence, hein? Quand est-ce qu'on commence? Bon, on va commencer dans le dernier tiers, hein, du 19e siècle. Et comme tu l'as bien rappelé, on aurait pu commencer, hein, à la Révolution française. On aurait pu évoquer un certain nombre de réfugiés, hein, venant d'Europe centrale, par exemple, hein, déjà dans le premier 19e siècle. Mais je vais commencer dans le dernier tiers du 19e et je vais vous présenter tout de suite. Alors, voici premier slide. Deuxième important, hein, je me suis posé la question, je dis, comment faire une présentation, hein, qui va être aussi liée à l'exposition dont il vous a été parlé tantôt sur la région Grand Est. Qu'est-ce qui rassemble, hein, les territoires de la région Grand Est, parfois présentés comme un peu disparates, et notamment du point de vue migratoire? Eh bien,
je me suis revenu à une carte. J'aurais pu prendre 1901, j'aurais pu prendre 1885, j'ai pris 1906. Si on regarde en 1906, on regarde où sont les étrangers à l'époque. Ben, on voit, ils sont le long des frontières. Et si on traçait une ligne qui irait du Havre à Marseille, on verrait que l'essentiel de la présence étrangère se trouve tout simplement à l'est de cette ligne. Alors, c'est pas un hasard, bah, c'est tout simplement la ligne de l'industrialisation. Et ce phénomène d'industrialisation, il est extrêmement important, et on va y revenir pour l'arrivée des étrangers dans la région. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, je vais aussi parler tout à l'heure des Suisses et d'autres migrations, une dimension très agricole dans la migration. La région a eu du mal à se tertiariser comme d'autres régions de l'Est. Et dans ces dynamiques agricoles, elles sont importantes parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au 19e siècle, malheureusement, l'Est, je veux dire le nord-est de la France, les départements ont perdu de la population et qu'il y a eu, alors je ne sais pas s'il faut utiliser ce mot qui est maintenant connoté, le réarmement démographique euh, aussi par des apports migratoires différents. Ce qui se passe, et c'est peut-être une chose qu'il faut dire dans l'introduction de cette conférence, la France, elle a connu une transition démographique relativement rapide. Relativement rapidement, elle a fait moins d'enfants que ses voisins. Et en même temps, il y avait un phénomène d'industrialisation. Et en même temps, on avait besoin aussi dans les campagnes de main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé J'allais dire d'une certaine façon, euh, ses voisins lui ont envoyé cette main-d'œuvre. Et à un moment où on perd l'Alsace-Lorraine et on invente des mythes sur les Gaulois, ce qui a construit la France, si on faisait une prise de sang chacun, on trouverait peu de sang gaulois. Par contre, vous avez beaucoup de chances de trouver du sang italien, du sang belge, du sang suisse, etc., etc. Enfin, des origines, en tout cas, venant de ces territoires. Alors, on regarde un peu la carte ici. On voit que dans le grand sud-ouest, vous avez des Espagnols qui viennent. Dans le grand sud-est, bien sûr, c'est la grande migration italienne. Et cette grande migration italienne, et la Lorraine en sait quelque chose, ne se limite pas, bien sûr, au sud-est. Et puis si on remonte un petit peu vers chez nous, ben, on va parler de différentes migrations, belges, luxembourgeoises, suisses, italiennes, etc. C'est un petit peu cette fresque-là que je voulais vous conter un peu ce matin. Et comme je dis souvent, la migration, c'est un prisme pour regarder nos sociétés. C'est pas quelque chose qui va venir nous submerger, comme malheureusement quelques hommes politiques aujourd'hui l'utilisent du point de vue électoral. Mais ça, c'est une autre question. Alors, je vais commencer par les Belges. Vous savez, les Belges, parfois on se moquait un peu du roi des Belges. On lui disait, oh, t'es un tout petit empire. Et il répondait, oui, mais moi, j'ai tout le nord de la France. Et c'est vrai, on l'a peut-être un peu oublié aujourd'hui, des Flamands, qui étaient plus pauvres que les Wallons. À l'époque, venaient travailler dans l'agriculture, dans les champs de betteraves et autres, mais aussi dans les usines, l'usine ardennaise et ailleurs. Et puis, il faut pas oublier le petit commerce. Dans tous ces phénomènes migratoires, j'ai parlé de l'agriculture, j'ai parlé de l'industrie, mais il y a tout le petit commerce. Ces hommes et ces femmes qui tenaient des petits établissements artisanaux commerciaux. Eh bien, c'est ces populations-là. Alors, bien sûr, ces populations belges, qu'on voit comme des populations de proximité, elles ont déjà connu, et Émilie le rappelait en introduction, et on va s'y intéresser un petit peu dans l'exposition, des violences, des rixes, du rejet, dans des périodes toujours la même chose, de crise économique ou de crise politique. J'en dirai un petit peu quelque chose. Alors, deuxième peut-être élément, faut rappeler une chose. Les Luxembourgeois,
venaient travailler en France. Aujourd'hui, c'est plutôt les gens du nord-est de l'Est de la France qui vont travailler au Luxembourg. Au 19e siècle, vous aviez dans les usines de Lorraine, alors, je prends Mont-Saint-Martin par exemple, à la frontière, mais on pourrait prendre une grande ville comme Reims, vous trouveriez une immigration luxembourgeoise. Et ça, je pense que si l'exposition qu'on va réaliser se dirige dans les écoles, c'est intéressant de le rappeler, parce que les enfants, quand on leur dit il y a de l'immigration luxembourgeoise au 19e, ils disent non, non, vous vous trompez. Ceux qui vont travailler, c'est nos parents qui vont travailler au Luxembourg. Vous voyez pourquoi évoquer l'histoire de l'immigration sur la longue durée, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Alors, je passe à un grand choc. Je parlais de l'histoire politique de la France. C'est bien sûr le grand choc de la guerre de 1870-1871 et de l'annexion de l'Alsace-Lorraine, qui va avoir des conséquences et des conséquences extrêmement importantes. Alors, vous allez me dire, oui, mais en quoi ça concerne l'immigration, la question des étrangers, etc. Après tout, il y a eu le mouvement de l'option, c'est-à-dire que les Alsaciens et les Lorrains qui ont voulu quitter les territoires annexés ont eu un droit d'option et sont donc demeurés français. Alors, je vous dirais que oui, ça a été le cas des optants, comme on les appelle, mais quand quitter ces territoires, ça veut dire que vous quittiez avec tout. Vous aviez une petite entreprise, vous quittiez le territoire sans rien. Vous aviez des propriétés, vous quittiez le territoire sans rien. Alors, ce mouvement de l'option qui a existé après 1871, il n'est pas unique parce qu'après ce moment de l'option, il y a justement des Alsaciens-Lorrains qui se sont redirigés vers la France et qui, à ce moment-là, puisque le délai de l'option, qui était à peu près une année, était passé, étaient de nationalité allemande. Ils ont attendu quoi? Ils ont attendu tout bêtement que un certain nombre de capitaux alsaciens se transfèrent de l'autre côté de la frontière, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au 19e siècle, la France, elle avait des droits de douane importants. Les industriels alsaciens, ils se sont dit, nous, on a des usines en Alsace, on est ouvert maintenant vers le marché allemand, mais on ne veut pas vers le marché français. Et donc, usines métallurgiques, usines textiles se sont transférées de l'autre côté de la frontière, on va en parler. Alors j'ai commencé par quelque chose d'autre. Berger Levrault a évoqué Nancy, bien sûr. Nancy, c'est une ville champignon. Entre 1871 et 1901, Nancy, elle passe d'un peu moins de 50 000 habitants, 48 000 et quelques, à plus de 100 000 habitants, 102 000 habitants en 1901. Et ça, c'est un des effets, bien sûr, de cette histoire politique de la France. Elle est une des grandes de sortie vers le territoire français. Je pourrais faire la même démonstration avec Belfort, qui est certes hors région Grand Est, dans le nord de la Franche-Comté, mais qui a été aussi une de ces grandes portes de sortie. Et c'est la même chose. Belfort, c'est une ville également champignon par rapport à ces événements. Alors, bien sûr, faut évoquer aussi les Vosges textiles. J'ai mis ici la blanchisserie et teinturerie dans les Vosges. Bon, c'est l'inversion du rayon industriel de Mulhouse, c'est-à-dire des activités très importantes, comme la blanchisserie et la teinturerie, vont être mis de l'autre côté de la frontière. Et on pourrait évoquer encore, je sais pas, de Wendel à Jeuf, etc. Textile, métallurgie, transfert de capitaux, transfert aussi de personnel d'encadrement. Bien sûr, on va pas forcément, tous les ouvriers vont pas quitter l'Alsace pour aller dire, sur le territoire français, mais le personnel d'encadrement aussi vient avec eux. Et ce qu'il faut toujours rappeler aussi, c'est qu'en 1914, au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale, vous aurez beaucoup de ces Alsaciens lorrains qui n'auront pas demandé la naturalisation. On parlait pour les Alsaciens lorrains de réintégration dans la nationalité française. Ils seront toujours de nationalité allemande. Ils vont être expulsés de la zone des armées, des territoires de l'Est, et ils vont se retrouver pour beaucoup dans des camps d'internement, puisque pendant la Première Guerre mondiale, innovation, on va interner des civils, pas des gens pris les armes à la main, mais des simples civils
on va voir comme une cinquième colonne. Et dans la vallée du Rhône, dans l'est, dans le sud-est de la France et dans l'ouest de la France, hein, vous aurez beaucoup de ces camps hein, qui regroupent les Austro-Allemands et parmi eux, hein, beaucoup d'Alsaciens-Lorrains. Je renvoie bien sûr aux premiers travaux hein, du regretté Jean-Claude Farcy hein, sur ces questions. Moi, je me suis beaucoup intéressé justement à ces Austro-Allemands et Alsaciens-Lorrains qui étaient dans le sud-est de la France. J'ai notamment publié un livre sur leur destinée dans le camp de Saint-Tropez. On va faire une exposition qui va avoir lieu à partir de la fin de l'année 2026 sur le camp de Cannes, hein, le camp du Fort Royal à Cannes. Ça, c'est une histoire qui est importante, hein. Au moment où on voulait reconquérir l'Alsace-Lorraine, bah, il y avait dans le même temps hein, des Alsaciens lorrains et d'autres Austro-Allemands dans les camps. Alors, une catégorie aussi particulière hein, qui a beaucoup opté, hein, et cela dès 1871, c'est les Juifs alsaciens, hein, parce qu'on est à un moment du judaïsme rural alsacien où justement les Juifs alsaciens, beaucoup dans les campagnes, vont se diriger vers les villes. Hein. Ils se dirigeront vers Bâle, vers Nancy, vers Belfort, vers Montbéliard, vers Paris, etc., etc. C'est un mouvement qu'il faut rappeler, hein, cette transition. Hein, d'un judaïsme très rural vers un judaïsme plus urbain et ça va rencontrer cette histoire. Alors, je passe aussi, un peu comme les Luxembourgeois, à des gens oubliés dans la migration avec une belle en-tête d'un fromager suisse qui était installé en Haute-Marne. Euh, Bah, oui, les Suisses. Alors, les Suisses, on me dit aujourd'hui, hein, les Suisses, ils étaient riches, les Suisses, ils étaient pas des migrants, les Suisses. Ah, si, jusqu'en 1945, hein, et moi, j'en suis issu, puisque ma mère était, ma mère est d'origine tessinoise, hein, son père était du Tessin, et ça, c'était les italienophones, mais vous aviez aussi des francophones, hein, des germanophones, et en fait, les Suisses, hein, ils ont une migration agricole, c'est peut-être la plus connue, hein, migration agricole. Alors, je vous ai pris les fromagers suisses, hein. Les fromagers suisses, ils sont bien connus. Alors, ces fromagers suisses, ils étaient à la fois francophones, hein, venant du canton de Fribourg, mais aussi, hein, de plus en plus, au fur et à mesure que la belle époque avance, germanophone, hein, bien sûr la production en France de l'emmental, etc. Et ça va beaucoup concerner hein, des territoires comme la Haute-Saône et comme la Haute-Marne, euh, ces fromagers germanophones. Hein. Et autour de Langres, hein, vous trouvez encore aujourd'hui hein, beaucoup de familles hein, issues de cette migration, avec tout ce que cela a, hein, et là on est en pleine. Hein. Et donc, ils sont importants. Pourquoi? Je reviens à la guerre de 14, hein, guerre de 14 qui est un révélateur. Au moment de la guerre de 14, vous ne savez peut-être pas, mais la Suisse a décidé de défendre ses frontières, de dire, il y a une très belle iconographie sur ça, faut défendre la frontière suisse, etc., contre l'envahisseur allemand ou français. Bon, c'est indéfendable, hein, la frontière suisse, mais bon, on a une mobilisation. Et qu'est-ce qu'on dit? Ben, on dit aux Suisses, revenez hein, pour faire cela. Revenez, c'est très bien. Et là, on les voit. On le voit, l'importance de cette migration suisse disséminée dans les campagnes. Hein, un fromager tous les trois, quatre villages. Parce que ben, quand le fromager suisse s'en va en Haute-Marne, euh, en août-septembre 1914, il va passer quelques mois en Suisse pour défendre la frontière, ben, on jette le lait. Hein, parce que bien sûr, ben, 2 fois par jour, il faut traire les vaches et transformer le lait. Et là, on voit hein, toute cette manufacture dispersée hein, qui est venue justement hein, ben, réarmer démographiquement et économiquement un certain nombre de campagnes françaises. Alors bien sûr, il y a des fromagers, mais il y a aussi des éleveurs, il y a aussi hein, de simples euh, petits personnels agricoles, manouvriers, etc., hein, qui sont là. Il y a toute une migration agricole suisse hein, dont je voulais rappeler la mémoire parce qu'on l'oublie souvent mais elle a été très importante. Elle s'accroît encore, bien sûr, vu les pertes démographiques de la Première Guerre mondiale, dans
l'entre-deux-guerres, hein. Et puis, progressivement, dans les années 60, 70, 80, ils vont disparaître un peu du paysage, hein. Mais ils sont présents et les familles, hein, parfois aujourd'hui regroupées dans les associations suisses, hein, qui demeurent importantes dans la région Grand Est et dans l'Est de la France en général, hein, sont encore aujourd'hui existantes. Les Suisses, ils ont eu aussi une importance dans l'industrie, hein. Alors, ils sont confrontés au même problème. Qui dit droit de douane élevé au 19e siècle, à un moment où la Suisse s'industrialise et où la Suisse, c'est un petit marché, hein, c'est un petit pays, donc c'est un petit marché, elle a besoin d'exporter. Elle a besoin d'exporter vers la France, vers l'Allemagne, vers l'Italie du Nord, hein. Et la même chose, elle a besoin de transférer, hein, des usines de l'autre côté de la frontière ou des capitaux, hein. Et on pourrait prendre un exemple d'un secteur économique qui est très important en Suisse, qui était la bonneterie, hein. Les gens de Zurich, etc., hein, la bonneterie est quelque chose d'important. Et vous savez que dans la région Grand Est, hein, dans l'Aube, il y a, autour de Troyes et d'autres villes de l'Aube, une importance de la bonneterie. Maintenant, ces entreprises de bonneterie, vous retrouvez, hein, des contremaîtres suisses, personnel qualifié suisse, des capitaux suisses, hein. Il faut le rappeler à travers ce prisme-là. Et le petit commerce, le petit artisanat aussi, hein, et la domesticité, les femmes dans la domesticité, les préceptrices suisses. Et quand on dit petit commerce, petit artisanat, je m'étais amusé il y a quelques années à regarder qui produisait le pain. C'est toujours intéressant. Qui produisait le pain? Je m'étais aperçu que dans l'Est de la France, il y avait beaucoup d'Alsaciens-Lorrains de nationalité allemande et de Suisses qui produisaient le pain. Puis quand on regardait dans la région de Nice, hein, je faisais mes études à Nice, comme ça a été rappelé tout à l'heure, ben, on trouvait plein d'Italiens qui produisaient le pain, hein. Voilà, ces petits commerçants, ces petits artisans, hein, qui sont extrêmement présents, hein. Et en 14, par exemple, au moment où il s'agit d'évacuer les étrangers, hein, des régions frontalières, ben, on a du mal à produire du pain, hein, tout simplement, parce que c'est ces petits artisans qui obtiennent d'ailleurs, hein, pour beaucoup d'entre eux, des sursis, hein, pour rester, parce que pas de pain égale de l'instabilité, égale éventuellement des révoltes, hein. Et c'est là, et je le dis toujours, hein, regardez la Première Guerre mondiale, c'est un très très beau révélateur, hein, de ce qui se passe. Alors je passe, bien sûr, à ceux que vous attendez tous, à la grande percée italienne. Alors bien sûr, les Italiens dans les mines, dans les usines sidérurgiques, hein, du bassin de Briey, notamment dans le pays haut, hein, 1913, hein, vous avez 46 700 Italiens dans l'arrondissement de Briey, hein, sur les 53 000 qui vivent en Meurthe-et-Moselle. Alors bien sûr, cette histoire-là, hein, je renvoie à tous les travaux de l'ami Piero Galloro, hein, bien sûr, est bien connue, mais cette immigration italienne, italien du Nord, hein, d'abord, puis on aura, entre deux guerres, plutôt toujours le Nord et un peu le Centre, et puis après, 1945, des gens plutôt du sud de la péninsule, hein. Il y a une longue histoire, très longue histoire entre le Grand Est et la migration italienne. Elle est très diversifiée. Elle ne se limite pas, hein, aux mines et aux usines. Et c'est pour ça qu'elle marque aussi le territoire. J'ai pris ici petite photo des Italiens, par exemple, dans les carrières de granit, hein, c'est dans les Vosges, hein. Mais, bien sûr, c'est la construction, hein, la construction. Et après 70, où est-ce qu'on construit, hein, et qu'est-ce qu'on construit dans notre région? On construit, hein, d'abord des forts, hein, des forts. Le fameux système serré de rivière, hein, voilà, en prévision, hein, de la guerre de revanche, hein, qui, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, on ne sait pas encore que ça va commencer en 1914, hein, et on va faire tout un système de forts, hein, du nord de la France jusque les derniers sont au-dessus de Menton, hein. Et bien sûr, pour construire ces forts, on a besoin de main-d'œuvre, hein, et de bons maçons, de bons terrassiers, hein. Et où est-ce qu'on va en trouver une large part, hein, dans ces girovaghi, hein, dans ces ouvriers, parfois encore
très temporaires italiens, hein. Et parfois, dans les archives, on voit qu'on leur fait quelques problèmes à la frontière, hein, pour ils restent là, hein, une semaine, 2 semaines, hein, et les employés, hein. Et on les retrouve, hein, quand on regarde les statistiques des places fortes. À chaque fois, hein, vous avez plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'Italiens, hein, qui sont occupés à la réalisation de ces forts que vous pouvez encore visiter. Et ce qui est très drôle quand on parle, hein, il faut toujours, ça m'attriste toujours aussi. Quand on visite encore ces forts aujourd'hui, on vous rappelle pas toujours, hein, ce sont en grande partie les Italiens à Épinal, à Toul et ailleurs, hein, qui ont réalisé ces forts. Le dernier tiers du 19e siècle, c'est aussi la réalisation, bien sûr, d'un réseau de chemin de fer important. J'ai mis ici une carte, vous voyez la densité du réseau de chemin de fer, hein, qui trouve un apogée en France à l'aube de la Première Guerre mondiale, hein. Et bien sûr, dans la réalisation de ces voies, de ces tunnels, et ils sont nombreux dans notre région, de ces ponts, hein, on retrouve également la main-d'œuvre italienne. On la retrouve aussi dans les canaux. On a perdu l'Alsace-Lorraine. Et donc, il faut créer de nouveaux canaux, hein, ou les entretenir. Et là aussi, hein, et pour creuser les canaux, pour les entretenir, on fait largement, très largement appel à la main-d'œuvre italienne. Je vais vous citer un petit extrait ici, le 1er avril 1884, hein, pour l'entretien. Le dimanche 1er juillet 1800, ouais, pardon, 1883. Donc, le dimanche 1er juillet 1883, 250 terrassiers italiens, hein, occupés aux travaux de curage, hein, du canal de l'Aisne à la Marne, hein. Alors, travaux de curage, hein, c'est des travaux pas très appréciés des Français, hein. On les laisse aux étrangers, hein, qui ont été entrepris par un entrepreneur qui s'appelle Monsieur Dubois, hein, et ils se sont mis en grève, hein, ces Italiens, dans le but d'obtenir une augmentation de salaire, hein. Et bon, ce mouvement avait pris des proportions. Finalement, ils obtiennent, hein, alors, regardez, hein, les taux, hein, 40 centimes, hein, ils passent à 45 centimes, hein, de l'heure, hein, vous voyez, donc quelque chose de sous-payé, hein, et quelque chose de pénible, hein. Et on retrouve souvent, hein, la caractéristique de l'immigré, c'est-à-dire travail pénible, travail faiblement rémunéré, hein, et parfois, hein, bien sûr, des revendications, hein, et sont importantes, hein. Et ces Italiens au début, hein, sont vus justement comme un substrat aux grèves réalisées par les Français, ensuite ils font eux-mêmes des grèves, hein. Et on va les remplacer, faut pas remplacer, mais on va faire appel à d'autres, hein, à d'autres catégories, on le verra, à d'autres nationalités également, pour les mettre en concurrence, hein. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Et dans ces histoires, hein, autour du rejet, les Italiens ont été rejetés. Oui, les Italiens sont catholiques, mais ils ont été rejetés, hein, j'allais dire, comme les autres, hein. Et ça, il faut toujours le rappeler, hein, parce que parfois aujourd'hui, on a tendance à dire, ben voilà, il y a des gens quand ils se sont intégrés, hein, mieux que d'autres. Je vais vous lire tout à l'heure, hein, un petit extrait au moment euh, où un anarchiste italien, hein, a tué le président de la République, Sadi Carnot. Alors dans ces bien sûr perspectives de construction, c'est la construction des usines auxquelles participent les Italiens, hein, aux constructions des cités ouvrières, etc., etc. Autre secteur important, hein, c'est bien sûr le bûcheronnage, hein. Pour abattre un arbre, il vaut mieux faire appel à un spécialiste, hein, sinon l'arbre vous tombe dessus. Et bien sûr, ce sont les bûcherons bergamasques, hein, dans les forêts. Et au moment de la guerre de 14, on aura des problèmes d'ailleurs, hein, parce que pendant un temps, bon, les Italiens sont neutres, tout va bien, hein. Mais au moment où, en 1915, hein, ils s'engagent aux côtés des Alliés, hein, euh, dans la Première Guerre mondiale, on a des gros problèmes, hein, dans les forêts du Grand Est parce que on cherche des bûcherons partout, hein. On trouvera une partie d'ailleurs au Canada, hein. Ce sont les bûcherons canadiens qui viendront en partie dans les forêts françaises, hein, les remplacer, mais pas totalement, mais au moins substituer une partie parce que pour l'étayage, etc., hein, dans les tranchées, on a besoin d'énormément de bois.
là aussi pour les Italiens, commerçants italiens ici à Jeuf, hein, à la belle époque. Alors, je voulais parler de ce rejet quand même, hein, cette petite hostilité, de cette xénophobie, par une petite pétition trouvée dans les archives du 28 juin 1894, c'est-à-dire 3 jours après la mort de Carnot. 12 habitants de Festigny, hein, dans la Marne, donc c'est dans l'arrondissement d'Épernay, hein, demandent l'interdiction de séjour des Italiens dans la commune. Hein, et qu'est-ce qu'ils disent au maire? Hein? Un misérable a frappé de sa main criminelle Monsieur Carnot, hein, président de la République. Ce misérable est un Italien, hein, un de ceux qui ont les Français en haine depuis longtemps. Hein. C'est un coup de poignard porté par l'Italie, hein, au cœur de la France. Nous venons donc, monsieur le maire, au nom de la population de Festigny, hein, vous prier de faire votre devoir et d'user de votre droit en interdisant aux gens de cette nation, hein, de séjourner à l'avenir dans notre commune. Donc, interdiction de passage et de séjour, hein, dans la commune. Alors, ça aura une conséquence importante aussi, et il y a déjà eu, hein, un événement, hein, par rapport aux Italiens. C'est, vous le savez, en 1881, hein, la compétition entre l'Italie et la France pour la Tunisie, pour le protectorat en Tunisie. C'est la France, hein, qui aura ce protectorat. D'ailleurs, lorsque la flotte française rentrera à Marseille, il y aura une chasse à l'italien à travers les rues de Marseille. Et en 1882, l'année suivante, l'Italie, hein, va entrer dans l'alliance opposée à celle de la France, c'est-à-dire à l'alliance avec l'Autriche-Hongrie et avec l'Allemagne. Hein. Bon, et pendant tout le 19e siècle, si on regarde les archives, et à la belle époque, on se demande comment on peut évacuer tous ces Italiens de Lorraine, hein, et du Grand Est en général, au moment de la guerre de 14. On fait plein de plans pour savoir telle gare, on va les stocker, puis les évacuer, etc. Alors, finalement, ça se passera pas parce que les Italiens seront neutres en 1914 et donc s'engageront aux côtés des Alliés en 1915, hein, mais ça nous permet d'avoir, hein, des renseignements sur cette population italienne. Bien sûr, sur les chantiers, hein, comme déjà évoqué, il y a des nombreuses rixes, hein, accompagnées souvent de drapeaux tricolores contre les Italiens. Et au moment de la guerre de 14, vous aurez, hein, plein d'Italiens qui sortiront dans les rues pour dire, cette fois-ci, hein, non, nous sommes du côté des Français, nous sommes les sœurs latines. Hein. Il y a tout cela autour de ça, mais il y a eu des rejets, hein, et des rejets importants. Je vous épargne bien sûr tous les noms desquels ont été affublés ces Italiens. Alors, je voudrais vous parler peut-être de migrations que vous ne connaissez pas et qui, bien que dispersées, hein, sont aussi importantes. Les Solériques. Alors, c'est qui ces Solériques? Hein? Vous êtes allé un jour dans les Baléares, hein, dans l'île de Majorque, à Sóller, hein, il y a un petit train très joli. Hein. Ces Solériques, ils sont importants. Une première migration espagnole. Ce sont des marchands de primeurs, on dirait aujourd'hui, de fruits et légumes, d'oranges, de citrons, avec parfois un petit bar à côté. Hein. Vous voyez ici, hein, dans euh, ces marchands primeurs que j'ai mis à Remiremont, hein, les caves espagnoles, souvent appelées les caves espagnoles. Et on les connaît peu parce qu'ils sont dispersés. Mais dans chaque canton, hein, du Grand Est, vous trouverez, hein, votre solérique. Et je dis du Grand Est, mais je devrais dire de la France entière. Hein. Ils sont extrêmement dispersés, mais extrêmement présents. Et là aussi, la guerre de 14 est un révélateur, parce que pendant la guerre de 14, vous savez, notamment dans la zone des armées, il fallait demander un laissez-passer pour passer d'une commune à l'autre. Et c'est Soléric qui explique que, à nous, on ne peut pas travailler. Hein, ils sont neutres, mais ils peuvent plus travailler. Si je peux plus aller dans une commune puis dans une autre, etc., ils disent, nous, on travaille à l'échelle d'un canton ou de deux cantons. On vend des produits de luxe, hein, une orange à citron, vous imaginez, hein, ce que c'est en 1914. Et c'est là qu'on commence à reconstituer un peu, hein, leur réseau, hein, et on voit qu'ils sont extrêmement présents. Donc une diversité, un premier rapport espagnol, et dont la région d'Épinal, Remiremont, etc., hein, est un grand épicentre, qui est un relais en fait de Belfort, où il existe la maison Magraner, hein, une maison qui va perdurer
dans les années 1990 à Belfort. Là aussi, petite migration, peut-être pas connue encore, parce qu'on associe souvent les Polonais à l'entre-deux-guerres. Je voudrais rappeler, c'est tous les travaux de Janine Ponty, d'ailleurs, ça c'est un, un graphique une carte issue de sa thèse sur les Polonais en France, hein. 1909-1910, ce sont des ouvriers agricoles polonais, hein, placés dans les départements français, principalement originaires de Galicie, hein, alors sous domination autrichienne. Et pourquoi ça concerne particulièrement le Grand Est? Parce que c'est une initiative de la Société d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, hein, qui a été très impliquée dans le processus de recrutement. Il y a un bureau d'ailleurs, hein, de la Société polonaise des migrations, hein, qui existe à Nancy, hein, et Meurthe-et-Moselle, mais aussi Meuse, Ardennes, Aisne, Vosges, Marne, Haute-Marne, vous le voyez sur cette carte, hein, sont concernés, hein. Bien sûr, hein, ce n'est qu'un premier moment, hein, et la grande migration, et on va en reparler, la grande migration polonaise, c'est bien sûr l'entre-deux-guerres. Je voudrais dire un mot maintenant de ce que je vais appeler l'exotisme colonial. En tout cas, ne pas oublier, hein, quand on dit l'immigration venue du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Oui, ça s'accroît après la Seconde Guerre mondiale. Mais la présence, hein, elle est très ancienne. Et ça, il faut toujours le rappeler. Dans la guerre de 1870, vous avez les Turcos, hein, c'est-à-dire ces tirailleurs algériens, hein. Et j'ai vu avec plaisir, hein, que l'année dernière, hein, à Wörth, il y avait une exposition, hein, en 2025 sur eux, hein. Réapproprions-nous ces choses-là. Dans les grandes batailles de la guerre de 70, bataille de Villers-Sexay, bataille d'Héricourt, hein, par exemple, dans le nord de la Franche-Comté, vous avez, hein, ces mêmes Turcos qui combattent, hein. Les troupes coloniales, hein, dans l'armée française, c'est pas seulement la Première Guerre mondiale, c'est dès la guerre de 1870, hein. Et ce sont des Algériens, puisque vous le savez, je l'ai rappelé, hein, la Tunisie colonisée en 1881 et le Maroc en 1912, hein. Alors, bien entendu, mais on n'a pas le temps de développer ici, je voudrais rappeler dans cet exotisme colonial, les villages noirs, les zoos humains, hein. Alors, j'ai pris ceux de l'exposition de Reims de 1903, mais il faut rappeler que le zoo humain, hein, à la belle époque, c'est quelque chose de très répandu un petit peu partout, hein. Dès que vous organisez, hein, une exposition d'une certaine importance, vous créez un village noir, hein, ou village nègre, ou zoo humain, hein, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Et pourquoi? Dans une optique commerciale. Il y avait de grands entrepreneurs de zoos humains qui étaient à Marseille, hein, et ils envoyaient des troupes. Moi, je me suis intéressé beaucoup à celui d'Auxerre, hein, de l'exposition nationale d'Auxerre, à la même époque, à la belle époque. Et ce qui était très intéressant, il y avait la correspondance entre le maire et l'entrepreneur. Et l'entrepreneur disait, alors je vous le loue pour tant, etc. Mais ensuite, vous me les remettez dans le train, hein, parce qu'ils doivent aller là, là, là et là, hein. Donc, une activité, hein, très installée, hein. Et bien sûr, un droit d'entrée, hein. Alors, bien sûr, on demandait, hein, à ceux qui sont à l'intérieur de jouer un rôle du petit artisanat, etc., etc. Comme les gens n'avaient souvent, hein, pas vu de population, notamment subsaharienne, hein, ça avait un succès énorme, hein. Alors, vous allez me dire comment tout cela a été réduit? Pas par les bons ou mauvais sentiments, mais par le développement, tout simplement, hein, du cinéma dans l'entre-deux-guerres. Parce que justement, on pouvait faire des films, hein, qui racontaient un petit peu la même chose, mais la bobine, hein, bah, elle mange pas, il n'y a pas besoin de la déplacer, etc. Le développement du, euh, du cinéma va heureusement, j'allais dire, hein, faire diminuer ces exhibitions, hein, mais qui ont été extrêmement présentes, hein, dans la France du 19e et de la belle époque. Et il y a toute une histoire européenne et mondiale des zoos humains. Je vous conseille un documentaire qui avait été fait par Pascal Blanchard et diffusé sur Arte, hein, sur ces zoos humains pour vous montrer leur universalité de ces eaux humains. Alors,
dernière chose, toujours dans cette idée-là que l'émigration venue euh, du Maghreb date pas d'après 1945, 1911. Voilà un extrait d'archives hein, que j'ai trouvé dans les archives de Meurthe-et-Moselle. Vous voyez, en 1911, qu'est-ce qu'on évoque hein? Ben, on évoque l'arrivée hein, des premiers travailleurs kabyles à Oboué. Hein. Le nombre d'indigènes venus d'Algérie hein, pour travailler dans les mines et usines de l'arrondissement, donc l'arrondissement c'est l'arrondissement de Briey, hein, s'élève actuellement à une cinquantaine. Hein. Ils résident tous à Oboué hein, et l'on n'en rencontre point dans les autres centres industriels du bassin. Donc, ça commence. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où ils viennent. Ils furent recrutés hein, à Marseille en juin 1911 par un sieur Vega, agent recruteur de la société de Pont-à-Mousson, hein, résident à Marseille, où ses ouvriers travaillaient déjà. Hein. Alors après, on me dit combien ils gagnaient, etc., etc. Ben oui, à Marseille, on avait commencé. Les Italiens, hein, et là je renvoie à tous les travaux de notre collègue ami Xavier Domalin, hein, se sont mis à faire des greffes. Hein, et bien, qui c'est qu'on a fait venir hein. On a fait venir hein, des Kabyles pour les remplacer hein, dans un certain nombre d'industries marseillaises. Hein. Et vous voyez ce recruteur hein, bah, qui est présent à Marseille, hein, bah, voici Kabyle, hein, et va en convoyer hein, une première cinquantaine en 1911 vers euh, l'Est de la France. Et ça, c'est important pour montrer la longue durée de la présence, hein, j'allais dire maghrébine. Hein. On disait dans les archives à l'époque nord-africaine, hein, dans l'Est. Hein. Ça, c'est extrêmement important de le rappeler. Alors, je ne vais pas traiter de la Première Guerre mondiale, parce que ça nous emmènerait trop loin. Je vais quand même dire quelques petites choses. On va passer aux apports de l'entre-deux-guerres. Mais il faut dire quelque chose quand même de la Première Guerre mondiale, en résumé rapide. Euh, Bien sûr, Première Guerre mondiale, c'est l'arrivée des troupes coloniales hein, venues d'Afrique du Nord, venues d'Afrique subsaharienne, venues d'Indochine. Et on s'arrête souvent à cela. Il faut rappeler une chose, ce sont les travailleurs aussi dans les usines, venus de ces mêmes territoires coloniaux, mais aussi venus de Chine, euh, venus du Portugal, etc., etc. Hein. Il y a un grand apport, bien sûr, euh, de travailleurs. Il y a toute une partie du nord de la France et du nord-est de la France qui est occupée par l'armée allemande. Et donc, le potentiel industriel qui reste hein, doit être largement mobilisé. Et pour ça, on a besoin hein, de travailleurs dans les usines. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? La Première Guerre mondiale, c'est l'encartement des étrangers. Hein. C'est un moment important d'encartement des étrangers. Alors, la carte d'identité des étrangers, c'est 1917. Mais il y a eu plein, et notamment dans la zone désarmée, donc notamment dans la région Grand Est, d'expérimentation hein, à partir on va dire, du printemps 1915, à partir du moment où euh, il y a ce qu'on appelle la mobilisation industrielle, donc l'arrivée de ces populations venues de différents horizons. Hein, à un moment où je rappelle où les Français n'ont pas de carte d'identité dans leur poche, où la seule catégorie qu'on a encartée en 1912, hein, avec les progrès du bertillonnage, sont les nomades. Hein avec le carnet anthropométrique des nomades en 1912. Hein. Et on passe à une autre catégorie pendant la Première Guerre mondiale, les étrangers, avec des photographies hein, sur les documents. Voilà. C'est un moment clé. Hein. Et bah, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser ces populations coloniales au front, mais aussi à l'arrière, dans les champs, dans les usines, etc. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, on va souvent les renvoyer chez eux. Pourquoi les renvoyer chez eux? Bon, tout simplement parce que il y a des risques hein, du point de vue des autorités. D'abord, ils rencontrent hein, des femmes françaises. Après, des femmes françaises, ça veut dire le statut du métis. Il y a dans les archives d'Outre-mer, Aix-en-Provence, vous savez, des pages entières du ministère de l'Intérieur, du ministère des Colonies. C'est quoi le statut du métis? Combien y a-t-il de métis, etc., etc., etc. Deuxième problème du point de vue des autorités, ces gens-là ont rencontré les Rouges. Ils leur ont expliqué hein, qu'il fallait se révolter hein, contre le colonisateur. Et ils ont vu eux-mêmes hein, le colonisateur très affaibli. Hein. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait des recensements.
pour savoir combien reste-t-il de gens venus du Maghreb, par exemple, mais c'est la même chose avec les Chinois, c'est la même chose avec les Indochinois, par exemple. Et là, ben, on paye des billets de train, des billets de bateau pour les rapatrier. Et ça va prendre un petit peu de temps, entre 1918 et 1920, 21. Et on va essayer de se tourner ensuite vers d'autres apports migratoires. Ah oui, pourquoi on a besoin d'autres apports migratoires? Parce que je vous le rappelle, la Première Guerre mondiale, elle a fait 1,5 million de morts, 3 millions d'invalides, et à tout cela, faut ajouter toutes les classes creuses, c'est-à-dire tous les enfants qui ne sont pas nés. Et donc on renvoie les coloniaux, très bien, coloniaux et j'allais dire et assimilés, je parlais des Chinois. Mais il faut faire venir d'autres gens. Alors d'abord, il y a des mouvements de réfugiés, des gens qui, à cause des convulsions du monde, arrivent. D'abord, les Russes blancs, ceux qui ont perdu contre les bolcheviks dans la guerre civile. Vous voyez ici une carte des Russes blancs en 1931, et vous voyez que ces Russes blancs, ils sont extrêmement présents, notamment Forge d'Hayange, mais ailleurs en France. Il existe encore à Nilvange une église orthodoxe importante. Alors pourquoi je dis les églises orthodoxes? Parce que c'est intéressant de regarder où ils étaient, ces communautés. Parce que souvent, il y a une église orthodoxe. Il n'y avait pas beaucoup d'églises orthodoxes avant la Première Guerre mondiale. Il y en avait une très très belle à Nice. Mais à part ça, église orthodoxe, pas beaucoup en France. Et qui dit apparition d'une église orthodoxe, dit constitution d'un foyer de Russes blancs, souvent. Et on le voit très bien le long de la frontière ici, et avec les nécessités industrielles de la Lorraine, ces Russes blancs qui s'installent. Soit dit en passant, les Russes blancs, ce qui est intéressant, eux, ils savaient pas que les bolcheviks, ils allaient partir en 1991, ils savaient pas que l'Union soviétique allait s'effondrer en 1991. Eux, ils pensaient que, bien sûr, ça allait s'effondrer tout de suite. Et il y avait dans les universités françaises des bourses pour former un certain nombre de jeunes Russes blancs pour qu'ils puissent prendre la relève euh, lorsque ils reviendraient en Russie. Il y a toute une histoire intéressante de ce point de vue-là. Quand je parle aussi d'établissements orthodoxes, parfois il y a eu réutilisation ensuite par les Yougoslaves plus tard de ces notamment par la communauté serbe, de ces églises orthodoxes. Là aussi, on parlait de lieux de mémoire tout à l'heure avec Émilie. Les lieux de mémoire de l'immigration passent aussi par ces différentes strates d'établissements religieux qui correspondent à d'établissements de telle ou telle euh, communauté dans la région Grand Est. Euh, D'autres réfugiés, et avec bien sûr issus du génocide de 1915, ce sont les Arméniens, dont vous voyez comment ils ont convergé vers Marseille. Ça, c'est issu d'un atlas historique de la Méditerranée que nous avons produit euh, à la MMSH d'Aix-en-Provence, il y a maintenant 2, 3 ans, Stéphane, et qui est très, oui, excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai eu deux fois la question dans le chat et je ne sais pas si tu as l'information, mais oui. euh, est-ce que tu aurais une idée du nombre de personnes concernées par pays de provenance? Alors, je vous donnerai, j'ai pas fait les questions, parce qu'il fallait aller à l'INSEE, etc. J'ai pas encore eu le temps, dans le cadre de l'Expo, justement, d'aller à l'INSEE. Je vous donnerai des chiffres pour les 30 Glorieuses. J'ai pas eu le temps de le faire, malheureusement, à l'échelle de la région Grand Est. Pour cela, je veux simplement vous monter les fruits. En fait, j'avais demandé à Lorive de le faire. Mais vous n'aviez pas le temps non plus de donner les statistiques. Et effectivement, je suis pas allé rechercher parce que je les ai, en fait, elles sont, pour tout vous dire, ces statistiques, elles existent, elles sont en région parisienne dans les archives de l'INSEE. Je suis pas allé rechercher à chaque fois les statistiques. Je vous présente seulement ici les vagues, mais je ferai deux bilans chiffrés. Alors, pour le dire simplement,
les départements, c'est très concentré en Moselle, hein, c'est très très concentré en Moselle pour la région et dans les régions industrielles. Et souvent, les départements plus ruraux sont largement en dessous de 10 000 étrangers, hein. Et la barre des 10 000 étrangers va être dépassée, hein, grosso modo, dans les années, euh, dans les années 60. Hein. On va avoir des départements plus ruraux passer la barre des 10 000 étrangers. Notamment, j'en parlerai via la diversification de la migration maghrébine. Hein. J'en parlerai un petit peu après. Oui, excusez-moi, j'ai pas eu le temps d'aller en région parisienne et d'aller de chercher toutes les statistiques, mais on le fera pour l'exposition. Alors, je continue euh, phases migratoires. Vous parlez des rescapés arméniens. Alors, les Arméniens, regardez, hein, ils sont arrivés à Marseille au camp Odo, ils ont remonté la vallée du Rhône. Hein. Valence est une ville arménienne, la périphérie de Lyon également, hein, très présence arménienne. Et dans cette carte-là, l'Est de la France est pas représenté, on représente bien la région parisienne. Hein. Bon, mais il faut le dire, hein, il y a une dispersion des Arméniens. Pourquoi il y a une dispersion des Arméniens? Parce que vous avez plein de villes textiles. Hein. Et les Arméniens, bah, ils sont, hein, tout simplement dans ces villes textiles. Ils arrivent, hein, et ils vont trouver des emplois, hein, dans ces villes textiles. Alors, il y aura d'autres emplois, hein. Par exemple, dans certaines villes, vous avez des photographes arméniens, hein. Comme en région parisienne, ils vont s'installer pour l'activité des taxis ou autres que les Russes blancs exercent également. Il y a plein de choses autour de les Arméniens, mais notre substrat textile, hein, euh, quand même, même si c'est parfois pas toujours représenté, hein, puisqu'ils sont très dispersés, mais je voulais en dire un mot ici, à leur présence. Et dans certaines villes textiles, on les retrouve, hein, jusqu'à aujourd'hui, l'héritage de cette migration arménienne issue du génocide. Alors, la grande migration, c'est la migration polonaise, bien sûr, dans l'entre-deux-guerres. Euh, bon, pourquoi? Ben, parce qu'on va signer avec une Pologne qui a été reconstituée. Hein. Pologne reconstituée, ça veut donc dire un réservoir de main-d'œuvre important. Hein. Alors, quand je dis reconstituée, c'est parce que la Pologne était divisée entre les Russes, les Allemands et les Autrichiens. Hein. Et des Polonais vont arriver. Alors parfois de Pologne, parfois directement d'Allemagne, parce que les Allemands en partant, hein, on fait quelque chose méchante dans les mines françaises et on va aller chercher parfois des Polonais, hein, qui sont directement dans la roue, hein, au service des Allemands et les transférer dans l'est de la France. Hein. Et le grand centre de répartition des Polonais en France, entre, alors j'allais dire les différents bassins miniers, il n'y a pas que les bassins miniers, mais les bassins miniers sont très importants, se trouve à Toul, hein. Euh, et bien sûr, dans la région, hein, c'est la Lorraine, mais c'est aussi le bassin potassique autour de Mulhouse, hein, qui est particulièrement concerné. Hein. Je renvoie aux travaux de Yves Frey, notamment, et la thèse qu'il avait fait d'ailleurs sous la direction de Janine Ponty autour de ça. Mais la migration polonaise n'est pas que ça. Hein. C'est aussi des agriculteurs polonais, des femmes polonaises notamment, hein, qui vont travailler de manière très pénible d'ailleurs, hein, dans l'agriculture française dans l'entre-deux-guerres. C'est tellement pénible que dans les contrats de travail, on a une bouteille de vin par jour, hein, ben, quand vous travaillez 12-13 heures, hein, dans l'agriculture. Hein. Il y a une pénibilité aussi qui est très importante. Je rappelle aussi deux éléments peut-être oubliés aujourd'hui. On est avant la Shoah. Il y a une communauté juive qui est non importante à l'intérieur de cette migration polonaise. Et d'ailleurs, les commissaires spéciaux, quand on regarde leurs rapports, disent, ah, les juifs, hein, ils font rien, ils sont toujours à la synagogue avec leur corps religionnaire français, ils sont pas au travail, etc., etc. Alors ça, c'est très bien, hein, c'est critique. Ça nous permet d'avoir des sources sur ces juifs, hein, à l'intérieur de la communauté polonaise. Et quand on dit les Polonais, c'est des Polonais de nationalité, mais
les Polonais de l'entre-deux-guerres, vous avez des Ukrainiens, hein, vous avez des Ukrainiens. Et parfois, ben, les Ukrainiens, ils ont leur propre petit café, leur propre petit établissement, justement, qui est à part. Hein. Donc voilà, il y a ces Ukrainiens. Il y a des blagues, parfois dans la Seconde Guerre mondiale, il y avait des maquis polonais, hein, sauf qu'on a envoyé quelqu'un pour traduire le polonais. Et parfois, il est tombé sur certes un maquis polonais, mais où les gens parlaient ukrainien. Hein. Bon, il y a des histoires comme ça autour de ça. L'histoire des Polonais, c'est aussi l'histoire de renvoi. Au moment où il y a eu la crise dans les années 30, on va renvoyer une partie hein, de ces Polonais. Et quand le mur est tombé, et où les pays de l'Est, ou on devrait dire d'ailleurs, les pays de l'Europe médiane, de la Mitteleuropa, se sont ouverts, on a envoyé des reporters de la télévision française vers ces pays et ils cherchaient des francophones pour faire des interviews, etc. Ils ont trouvé des vieux hommes, des vieilles femmes qui étaient là. Ils parlaient français. Ah oui, ils parlaient français puisqu'ils avaient fait l'école primaire en France dans les années 20. Et ils avaient été parfois renvoyés hein, avec leur famille au moment de la crise des années 30. Et ils étaient rentrés en Pologne. Hein. Mais comme ils avaient fait l'école primaire, ben, ils parlaient encore, baragouinaient encore hein, un petit peu de français. Hein. C'est une histoire importante, celle des Polonais. Bien sûr, dans beaucoup de cités minières, l'empreinte polonaise, elle est encore extrêmement présente. C'est des gens qu'il faut associer aux Polonais, et regardez leur répartition en 1936, hein, c'est les Tchécoslovaques. Hein. On retrouve, hein, si on calquait la carte des Polonais et des Tchécoslovaques, on retrouve hein, vraiment une adéquation. Euh, Regardez la Moselle, hein, par exemple, présence tchécoslovaque, je le cite seulement hein, comme ça, mais il faut pas les oublier parce qu'il y a aussi des conventions hein, qui sont signées avec la Tchécoslovaquie. Bien sûr, l'entre-deux-guerres, c'est encore plus hein, d'Italiens, hein, des Italiens qui viennent proportionnellement un petit peu moins du nord, de l'Italie centrale, etc. hein. Et je l'ai dit tout à l'heure, plus de Suisses aussi. Hein. Même si en proportion, les Italiens sont moins dominants, ils continuent à progresser en nombre. Les Suisses, c'est pareil, ils continuent à progresser en nombre. Alors, les républicains espagnols, hein, là aussi, hein, et leurs familles, c'est-à-dire les républicains espagnols beaucoup accueillis dans ces fameux camps du sud-ouest, hein, les camps sur la plage, mais leurs familles, hein, souvent, et les enfants, évacués un petit peu partout en France. Hein, et leur accueil va pas être des meilleurs. Hein. Parfois, il va falloir que l'évêque du coin hein, rappelle alors, aux fidèles leur devoir d'hospitalité et d'humanité hein, face à un afflux qui est un afflux massif. Voilà. Alors, bien sûr, la presse d'extrême droite à l'époque, hein, Gringoire, va s'en donner à cœur joie hein, et va dire ben, qu'est-ce qu'on a en France hein, ben, le Front populaire, donc des anarchistes espagnols, hein, des antifascistes italiens, hein, des juifs allemands, hein, vous les voyez ici, hein, des communistes. Hein, oui. Donc voilà. Hein. Et là, on est en 1936. Hein, on est en 1936. La France comme un dépotoir de l'Europe, hein, c'est marqué, je ne sais pas si vous le voyez en petit. Hein, voilà. Bon, trouve. Hein, chez cela. L'entre-deux-guerres est parfois oublié, mais elle est importante. Alors maintenant, j'en viens à, quand on parle d'immigration, hein, on pense souvent au flux des Trente Glorieuses, hein, et on a raison, hein, on a raison d'y penser. Hein. Alors, je vais commencer par ce qui est moins évident. Hein. Rappelez qu'il y avait 1 million de prisonniers allemands en France au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Hein. J'ai bien dit 1 million de prisonniers allemands. Et ces prisonniers allemands bah, vont travailler comme prisonniers, mais aussi vont rester parfois en France, hein, comme travailleurs libres. Parce que quand ils vont être libérés, ils vont aller en Allemagne, ils vont voir que tout est détruit, ils vont se dire, bon, peut-être qu'en France, hein, alors certains vont se diriger, beaucoup vont se diriger vers les campagnes, se faire oublier. Hein. Vous imaginez qu'être un Allemand en France en 1948, 49, 50, c'est pas, voilà, c'est quelque chose de dur à assumer, hein, et vous allez être confronté à une xénophobie qui est une xénophobie importante. Hein. Mais
vous allez dans les campagnes, vous rencontrez la fille de la ferme et vous fondez une famille, hein. Et Émilie disait tout à l'heure, hein, qu'on recherche des itinéraires, qu'on cherche des exemples, c'est pour ça qu'on a diffusé le questionnaire. Si vous avez des exemples, hein, de ces Allemands, hein, qui sont venus en France, etc., comme prisonniers de guerre, puis comme travailleurs libres et qui se sont installés dans telle ou telle campagne du Grand Est, ça nous intéresse d'avoir, hein, des itinéraires liés à cela, parce qu'ils sont des itinéraires difficiles à trouver, hein, bien sûr. Même si on sait que statistiquement, hein, dans chaque département, vous avez une centaine ou plusieurs centaines de ces travailleurs libres, prisonniers puis travailleurs libres allemands, hein, qui demeurent dans les années 50, hein, qui sont présents, mais qui sont très disséminés et qui font tout pour se faire oublier, hein. Alors, ce qui n'est pas très bon pour les historiens, hein, bien sûr, pour les repérer, hein. Autre chose, hein, et là je renvoie à tous les travaux de Pierre Daume, c'est la présence de ces requis indochinois, hein, venus en, au début de la guerre de 40, hein, 20 000 ouvriers non spécialisés, les ONS indochinois, qui ont travaillé en France, hein, dans les usines de guerre, etc., hein, et qui sont encore présents après la guerre. Bien sûr, on ne va pas les renvoyer tout de suite, parce que c'est le début de la guerre d'Indochine en 1946, et on va. Hein, moi, j'y pense souvent à ces jeunes qui ont passé 10 ans, parfois plus, en France, dans la fleur de l'âge, hein, et qui rentreront à la fin des années 40, au début des années 50 en Indochine, hein, pas. Certains resteront. Et ça, c'est des migrations qui ont été oubliées. Donc, la même chose, hein. Si vous avez des témoignages sur cela, ça nous intéresse parce qu'ils vivent dans des camps, mais ils ont aussi, bien sûr, pour l'indépendance, hein, des différents pays de l'Indochine française, hein, ils ont des revendications. Ils sortent dans la rue au moment de la fête du Tet ou d'autres fêtes, et ils revendiquent, hein. C'est des choses qui sont vraiment intéressantes à étudier, hein, et voilà, un bon livre, hein, de Pierre Daume, hein, L'usine, l'Empire et l'amour, hein, travailleur indochinois en France et en Lorraine, hein, qui a été publié il y a quelques années et qui est quelque chose de très intéressant à lire si vous ne connaissez pas cette histoire. Alors, bien entendu, les Italiens, hein, si les Suisses, ça s'est un peu arrêté, hein, à 45, les Italiens, ça recommence, hein, recrutement de mineurs italiens pour venir travailler en France. Aussi plein d'Italiens clandestins, hein, qui passent le Jura, qui passent les Alpes, etc., pour venir clandestinement, hein, travailler en France, hein. Puis il y aura différents accords de main-d'œuvre, bien sûr, tout ça, qui vont faire, puis l'entrée de l'Italie dans la communauté, dans la CECA, puis dans la communauté économique européenne, qui vont permettre, hein, de régulariser tout cela. Mais les Italiens, hein, 45-46, sont en partie des clandestins, hein, qui viennent travailler en France, hein, même si vous avez en 47 un accord de main-d'œuvre, hein, plus large qui est signé, hein, et l'Office national d'immigration, hein, ouvre un bureau important de main-d'œuvre à Milan. La même chose pour les Espagnols, hein, qui, vous les voyez ici, sont au départ vers la France, hein, et qui vont être une composante importante, hein, de cette migration égale. Mais, bien sûr, la grande percée des Trente Glorieuses sont les travailleurs maghrébins. Alors, soit des travailleurs maghrébins démobilisés sur place, hein. Je dois rappeler que lors du débarquement de Provence, vous avez, hein, le grand débarquement français, j'allais dire, hein, le débarquement de Normandie. On peut dire que le débarquement de Normandie, c'est un débarquement où il y a peu de Français. Le débarquement de Provence, d'août 1944, c'est beaucoup de Français d'Afrique du Nord, hein, pieds noirs compris. Et ces gens-là, hein, qui débarquent sur les plages du Var, hein, près de Marseille, hein, qui remontent soit par les Alpes, soit par la vallée du Rhône, vont être, hein, des composants importants de la libération de la région. On les voit pas suffisamment dans les défilés de la victoire, dans la mesure où on a ce qu'on appelle le blanchissement de l'armée, hein. Avant d'attaquer les Vosges, hein, on va mettre du maquisard
après et renvoyer parfois un certain nombre de coloniaux. Alors parfois sans leur payer leur solde, etc. Et beaucoup d'histoires, pas le temps de développer autour de ça. Ce blanchissement de l'armée fait que quand on fête la victoire, ils sont pas toujours sur la photo officielle. Il faut rappeler, et le rappeler de manière importante, que dans le débarquement de Provence et dans les troupes qui ont libéré la France, et en grande partie la région de l'Est et du Nord-Est de la France, il y avait beaucoup de ces populations venant d'Afrique du Nord, pieds noirs compris. Euh, Bien sûr, là, c'est une autre image. C'est ces Maghrébins sur les chantiers de Lorraine. hein. Mais on peut retrouver une autre image à associer. C'est les ouvriers maghrébins dans la sidérurgie, à Yaoundé ou ailleurs. Et bien sûr, la présence maghrébine, on va le voir avec les chiffres de 1975, continue à augmenter après 62, après l'indépendance de l'Algérie. Alors, on a parlé un peu de logement, rappelé, et l'importance du logement, de l'hébergement. Alors ça, j'ai pas trouvé une belle photo d'illustration venant de la région Grand Est. Ça, c'est pris à Sochaux. C'est pris à Sochaux, dans le pays de Montbéliard, pas très très loin de la région Grand Est. Vous voyez bien une photo bien posée. C'est bien des archives Peugeot. Voilà, les immigrés maghrébins hébergés dans un foyer en 1950. Bon, ben ça, c'est une image rare. Rare parce qu'en général, les gens hébergés dans des foyers en 1953, c'est rare. Alors, la Sonacotra n'existe pas, Sonacotral, devenue Sonacotra, n'existe pas, elle a été créée en 56, qui, juste après la guerre, doit construire des foyers, c'est le ministère du Travail. Il doit construire des foyers pour les travailleurs. Le ministère de l'Intérieur doit construire des foyers pour ceux qu'on appelle les passagers. C'est-à-dire des gens qui soit viennent d'arriver, soit ont mis fin à leur contrat de travail et sont sur le plan de repartir. Mais vous imaginez bien qu'après la Seconde Guerre mondiale, vu les destructions qu'il y a eu, déjà les Français ont du mal à se loger, et donc que pour les étrangers, c'est le bidonville, c'est le garni minable et misérable au-dessus des bars, parfois tenus par un compatriote d'ailleurs, dans les vieux forts délabrés, désaffectés de la région, ou dans les usines désaffectées. Et je pourrais faire toute une série j'allais dire, de lieux de ce type-là. Ah oui, parce qu'on met du temps. Parce que, par exemple, des entreprises de travaux publics ne veulent pas payer. Elles disent, ouais, moi j'en ai quelques-uns, j'ai pas besoin de payer. Puis celle d'à côté, elle en a quelques-uns aussi, elle veut pas payer. Et pourtant, et là on le voit bien dans les archives, c'est les relances, bien sûr, qui disent, notamment après 56, après la création de la Sonacota et de la Société économique, maintenant les employeurs doivent contribuer de manière importante à loger leurs ouvriers. Alors quand même, les grandes entreprises vont le faire, mais Sonacotra, c'est 56, c'est-à-dire que les premiers foyers véritablement dignes de ce nom, c'est le début des années 60. C'est le début des années 60. Donc il y a 15 années très dures. Et on va voir qu'après même, alors on peut évoquer les cités de transit, c'est-à-dire que les cités de transit, comme leur nom l'indique, elles ont, quand on vide les bidonvilles, on crée des cités de transit à côté, ça doit durer quelques années. Sauf que certaines cités de transit, elles vont durer des décennies. Parce qu'on considère qu'il y a des populations, on le voit dans les rapports, inassimilables, qu'on ne peut pas mettre dans des HLM. Ils ne peuvent pas aller au HLM, etc. Donc on les laisse dans la cité de transit, on les laisse en marge, etc. Une histoire véritablement du logement immigré est une histoire importante. On essaiera d'en dire quelques mots dans l'exposition, parce qu'il y a une focale, Muriel en a parlé, autour de ces questions-là. Alors, les Trente Glorieuses, c'est aussi une diversification de l'immigration maghrébine, des Marocains. Mais on doit rappeler que les Marocains, c'est dès la Première Guerre mondiale dans la région. L'arrivée des Marocains, c'est pas je veux dire, la fin des années 60. Oui, ça augmente à la fin des années 60, des années 70. Ça monte. Je parlais tout à l'heure de ces départements qui sont souvent en dessous du seuil des 10 000 étrangers, qui passent au-dessus du seuil des 10 000 étrangers, notamment grâce à l'immigration
marocaine et portugaise dont je vais parler juste après, hein. Oui, mais les Marocains dans la région, ce sont les Marocains de la Première Guerre mondiale, ce sont les Marocains de la deuxième partie des années 30 qui arrivent massivement, etc., pour travailler, hein, dans l'industrie et dans les mines, hein. C'est une histoire qui était déjà une histoire de longue durée dans les années 60. Ça, faut le rappeler. Viennent aussi un petit peu de Tunisiens. Alors, les Tunisiens, arrivés aussi à partir de la fin des années 60, des années 70, ils sont confrontés à un moment, peut-être des circulaires qu'on a oubliés aujourd'hui, qui s'appellent les circulaires Marcellin-Fontanet. Et qu'est-ce que disent ces circulaires? Elles disent il faut, pour obtenir un titre de séjour, un logement décent. Bon. CF, ce que je viens d'expliquer, un logement décent, hein, c'est pas ça. Et puis il faut quelque chose, hein, il faut un contrat de travail en bonne et due forme. Alors que la pratique, on le sait bien, c'est de régulariser les gens, hein, a posteriori. Ils arrivent, ils commencent à bosser, et puis on les régularise, etc., hein. C'est la pratique qui se fait très largement. Et là, il y a un grand mouvement, peut-être un peu oublié aujourd'hui en 73, et Yvan Gasto, qui je crois, enfin j'en suis sûr puisque j'ai suivi cette conférence, vous a entretenu des questions migratoires, lors de la dernière conférence organisée par le réseau, s'est beaucoup intéressé au mouvement de 73, où on retrouvait ces Tunisiens qui sont en grève de la faim, hein, pour l'abrogation de ces circulaires Marcellin Fontanet, avec le soutien de l'Église, hein, avec le soutien souvent des prêtres, dans les monastères, même quand c'est dans des aumôneries universitaires, etc., etc. Un premier mouvement de sans-papiers, hein, voilà, qui est important en 73, qui part de Valence dans la Drôme et qui se diffuse, hein, à l'échelle de la France. Alors, ah oui, une grande migration aussi des années 60, c'est les Portugais. Portugais, bon, les Portugais, voilà, bien sûr, pauvreté du Portugal, l'arrière-pays de Porto, mais aussi, ben, peu envie pour les jeunes Portugais d'aller, dans les guerres coloniales de Salazar, notamment en Afrique. Et donc, arrivée, hein, massive des Portugais. Pour les Portugais, c'était pas facile, hein. Aller passer, hein, d'abord la frontière entre le Portugal et l'Espagne, puis ensuite, hein, entre l'Espagne et la France. Puis ils arrivaient avec écrit souvent Griffonnier, Champigny, etc. Beaucoup se sont retrouvés dans le bidonville de Champigny en région parisienne. Et d'autres sont arrivés, hein, jusqu'en Lorraine et, dans l'Est aussi, en Franche-Comté. Vous avez, en 75, c'est la première communauté étrangère devant les Algériens, par exemple. Euh, mais ben, il y a des originalités, c'est-à-dire les Portugais noirs, les Capverdiens, hein, interviewés ici à Knutange en Moselle en 1964, hein, et qu'on trouvera aussi au Luxembourg et ailleurs dans les régions transfrontalières, hein. Vous voyez que là, il y a aussi une diversité, hein, de l'afflux des Portugais, hein. Ça, c'est aussi intéressant à marquer et à pointer. Et puis, la région, elle est concernée aussi par, l'afflux turc, hein, l'afflux turc. Alors, il y avait eu, en Allemagne, hein, un accord de main-d'œuvre important. L'Allemagne a perdu, ses colonies après la Première Guerre mondiale. Donc, au moment où elle a besoin de main-d'œuvre, elle ne peut pas s'appuyer sur ses anciennes colonies, comme la France le fait, hein. Donc, elle doit, signer des conventions de main-d'œuvre. Elle choisit, hein, ces fameux Gastarbeiter, ces travailleurs invités, venant de Turquie, hein. Et donc, c'est la Convention de 61, la Turquie et l'Allemagne, et la France signe une convention similaire en 1965, hein. Et vous avez, hein, l'arrivée, des Turcs, alors bien connue, hein, en Alsace, hein, bien entendu, mais à l'échelle de la région, plus, généralement, hein. Et ces Turcs qui viendront de manière officielle, parfois de manière non officielle. Vous savez peut-être qu'en 1981, beaucoup aussi des Turcs qui se trouvaient en Allemagne, parfois clandestins, vont passer la frontière pour profiter de la régularisation de 1981, hein. Donc présence turque importante, hein, et significative. L'empreinte turque, elle reste encore, aujourd'hui. Peut-être
une migration oubliée. Je ne sais pas si elle est oubliée, c'est celle des Yougoslaves. L'accord de main-d'œuvre signé entre la Yougoslavie de Tito, l'autogestion de Tito, donc quelque chose de plus ouvert, etc., et la France en 1965. Et l'ONI, donc l'Office national de l'immigration, ouvre un bureau à Belgrade pour sélectionner les travailleurs qui vont venir. Et à Mulhouse en 62, on ouvre une usine, l'usine Peugeot, et on a besoin d'ouvriers. Et donc, beaucoup d'ouvriers vont venir dans les années 60, deuxième partie des années 60, après 65, euh, et même au début des années 70, de la Yougoslavie. Vous avez encore, dans le bassin de Mulhouse, et si je dépasse les frontières de la région, dans le pays de Montbéliard également, puisqu'il y a une autre usine Peugeot à Sochaux, une communauté yougoslave importante. Alors, quand on dit yougoslave, il y avait beaucoup de Serbes dans cette communauté yougoslave. Et ces gens étaient très, très utiles parce qu'on leur donnait des contrats très temporaires, 1 an, 6 mois, parfois même moins. Et le Premier ministre de Tito vient en France à la fin des années 60 pour voir le général de Gaulle. Et il passe à Sochaux. Et je crois qu'il passe aussi à Mulhouse. Sochaux, j'en suis sûr. Mulhouse, faudrait que je vérifie. Il atterrit à Bâle, en fait. Et il demande aux ouvriers yougoslaves, vous êtes contents, Tito vous a permis de venir vous enrichir en France. Ouais, il dit super, mais on a des contrats courts. Ils avaient vu le danger. Et en 73, quand il y a la crise de 73, qui est-ce qu'on va virer? Beaucoup de Yougoslaves. Alors on ne le voit pas toujours dans les statistiques officielles, parce que comme en même temps, entre c'est le recensement de 75, il y a l'arrivée entre 73 et 75 des femmes et des enfants, on voit que la courbe des Yougoslaves, elle reste constante. Mais si on regarde par sexe, on voit que le nombre d'hommes s'effondre. Et voilà. Donc, il y a eu un ajustement, pas toujours connu, au moment de la crise de 73, par les Yougoslaves. Alors, justement, le temps de crise, je vais vous parler un peu aussi de statistiques. Alors, le temps de crise, il est important. Ce qui est consécutif, en pleine actualité, du choc pétrolier de 1960. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, en 74, 3 juillet 74, dans un conseil des ministres, le président Valéry Giscard d'Estaing annonce la suspension provisoire de l'immigration, y compris pour les personnes désireuses de rejoindre un mari ou un père en France. Mais bon, le Conseil d'État va annuler ces dispositions et on va avoir ce grand mouvement qu'on a appelé le mouvement du regroupement familiale. Dire aussi que dans la migration des années 50, 60, etc., les femmes étaient quand même présentes. On les minore, etc., etc. Il y a des thèses récentes, des recherches récentes qui évaluent leur présence dès les années 50, 60, etc. Dans ce flux, qui est quand même un flux très masculin, célibataire, etc. Je parlais des foyers tout à l'heure. En tout cas, à ce moment-là, arrive, et je mis ici un extrait d'un reportage de l'INA, la télévision s'y intéresse, bien entendu. Les enfants d'immigrés en Lorraine en 78. On filme aussi ces fameuses classes spéciales, classes d'apprentissage où on regroupe les petits immigrés pour pendant quelques mois, qu'ils apprennent les rudiments du français avant d'être mis avec leurs camarades français. Alors bien sûr, c'est plus dur pour les femmes, isolées, souvent dans leurs immeubles, par manque aussi de moyens de transport, parce qu'on a mis les immeubles en périphérie, parfois loin du centre, et elles sont isolées. Alors, bien sûr, la télévision publique à l'époque filme des permanences, c'est là qu'on les voit apparaître, de telle ou telle structure du planning familial ou d'autres structures, mais il y a un véritable isolement qui est ici celle des femmes. Et la question de comment on connecte, on parlait des quartiers de la politique de la ville, comment on connecte bien au centre les quartiers de la politique de la ville par les transports publics, etc., qui a été fait tardivement et qui est encore aujourd'hui insuffisant, y compris en région frontalière
pour aller prendre des opportunités d'emploi, y compris de l'autre côté de la frontière, est un vrai problème. Alors, je n'ai pas le temps de le développer ici. Quand on regarde les archives de l'INA et avec Yvan, avec Yvan Gasto, on avait fait tout un travail autour des représentations. On a aussi la femme comme gardienne des traditions, etc., etc. Alors, statistiques et chiffres. J'étais voir sur le recensement de 75, sur la présence étrangère dans les trois anciennes régions programmes qui ont donné la région Grand Est aujourd'hui. Vous voyez un petit peu les chiffres. On a une prépondérance de la Lorraine, suivie, mais de très loin, de l'Alsace et la Champagne-Ardenne, un peu plus en retrait. Aujourd'hui, on le verra, il y a une évolution importante au profit de l'Alsace, parce que la Lorraine, bien sûr, connue, et la crise, c'est cela, crise de la sidérurgie, crise du textile, etc., etc. Donc, diminution, retour d'une partie des populations au pays, je vais en parler un petit peu. Donc, en 75, en 75, 7% en Alsace, 5,3% en Bagnères-Ardenne, 8,2% en Lorraine. Et au recensement de 68, je suis allé voir pour le recensement de 68, c'était en ligne, 85% des immigrés sont d'origine européenne. Et qu'est-ce qu'on voit? Justement, Italiens sont encore prépondérants, près de 100 000 personnes si on additionne tout cela. Mais vous avez cette poussée très importante des Portugais. Vous avez également cette migration maghrébine qui, bien sûr, est toujours, j'allais dire, dominée, largement dominée par les Algériens, mais les Marocains, surtout, se sont installés. Ils se sont installés en plus dans des endroits fort diversifiés. Et il y a une vraie poussée des Marocains. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez dans des villes qui en comptaient peu jusqu'au début des années, fin des années 60, des années 70, de très fortes communautés marocaines. Voilà. Ça, c'est une histoire intéressante. Les Tunisiens, c'est plus en retrait, c'est normal. Et puis, vous avez la communauté turque qui, dans les départements de l'Est de la France, alors même du centre-Est, Oyonnax est une grande ville avec la place Turgie, Oyonnax est une ville importante. Mais vous savez que la présence turque en France, c'est beaucoup entre Strasbourg et Lyon. Il suffit de regarder quand il y a des films turcs, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, qui sortent, etc. Et vous regardez les cinémas où c'est diffusé, c'est surtout dans cette frange-là, entre Strasbourg et Lyon. Bien sûr, il y en a en région parisienne, etc. Mais voilà, le Grand Est est beaucoup, la Franche-Comté, une partie de la région Rhône-Alpes, beaucoup concernée, bien sûr par cette migration turque. Alors justement, l'idée de temps de crise, rappelez le million, 10 000 francs, 1 million d'anciens francs, le fameux million Stoléru, je vous ai mis en médaillon Lionel Stoléru, alors face à l'accroissement du chômage, dans une partie de l'opinion, rend responsable les immigrés, il y a une première aide au retour, de 10 000 francs qui est octroyée en 1977 par le secrétariat d'État chargé des travailleurs manuels et immigrés, aux personnes dépourvues d'emploi, puis aux salariés qui sont présents en France depuis moins de 5 ans. Alors ce million, Stoléru, comme il a appelé, va avoir un succès, pour tout dire, limité, euh, puisque les Maghrébins sont là, clairement visés, mais bon, pas tempéré à ces millions Stoléru, et c'est plutôt les Espagnols, les Portugais qui vont en bénéficier. Bon, pourquoi? C'était le retour de la démocratie au Portugal et en Espagne, bien entendu. Si on peut partir avec un peu plus d'argent, on le fait, on le fait. Alors, avec l'aggravation de la crise dans les années 80, ça veut pas dire que ça va pas se développer, parce que bien entendu, les entreprises qui vont devoir je sais pas, comme disait Claude Allègre, dégraisser le mammouth en parlant d'éducation nationale, vont ajouter à ces primes données par l'État des primes elles-mêmes. Et on va avoir ce qu'on a appelé les enfants du retour. On n'en parle pas souvent, les enfants du retour. C'est le titre d'un reportage qui est fait par
TF1 en 1982, hein, chaîne non encore privatisée, TF1 en 82, hein, sur ces enfants qui sont en Algérie, en Turquie, au Maroc, etc. Hein. Là, vous avez deux petites Turques, hein, et qui ont été socialisés en France, hein, qui ont grandi en France, ont fait l'école maternelle, l'école primaire, une partie du collège en France, hein, et qui, au moment de la classe de cinquième, sont renvoyés, hein, bah, dans une société qu'elles connaissent pas, hein, c'est-à-dire l'Anatolie turque, hein. Elles sont totalement paumées. Et d'ailleurs, à ce moment-là, hein, les enseignants vont se mobiliser, etc., hein, pour elles, garder la correspondance avec. C'est toute une histoire intéressante, hein. Alors, ce reportage-là a été tourné dans la région de Montbéliard, hein, mais il y en a partout, hein, de ces enfants du retour, hein, et beaucoup étaient originaires de la région Grand Est, hein. C'est une histoire peut-être un peu oubliée, mais à laquelle il faudrait se réintéresser aujourd'hui parce qu'elle a été massive, hein, le retour sang. Et certaines de ces filles, enfin les filles parce que, pardon, alors il y a des interférences, peut-être il faudrait couper un certain nombre de micros. Euh, le, beaucoup de ces filles, parce que c'est elles qui étaient, j'allais dire, les plus pénalisées, hein, vont ensuite revenir en France, hein. Ce sera aussi intéressant de tracer, hein, leurs itinéraires. J'ai vu assez peu de travaux, malheureusement, sur ce sujet-là. Stéphane, Alors, oui. Stéphane, on avait dit qu'on s'arrêtait à 11h30, il est déjà 11h41. Je pense que tu n'as pas de montre sous les yeux. Mais du coup, Oui, 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 moi j'ai pris midi, alors je fais ben, rapidement quand même pour arriver aux années 80, et puis en conclusion, je dirai quelque chose sur aujourd'hui, hein. Alors, voilà. je vais quand même montrer encore deux slides Ok. sur, bien sûr, la marche de 83, hein, la marche pour l'égalité. On a parlé des premiers mouvements sociaux, on aurait pu parler des grèves aussi dans les foyers Sonacotra, etc., de la première génération. Ce qui est intéressant, bien sûr, dans la marche de 83, qui a eu un tournant, hein, qui est parti dans un peu l'anonymat depuis Marseille, et c'est dans la région Grand Est, hein, en Alsace à l'époque, où il y a un tournant, etc., où elle est de plus en plus médiatisée, hein. Et puis elle arrive à Paris, hein, et puis reçue par Mitterrand et à l'Élysée, hein, tout déjà, et ses amis, et c'est la carte de 10 ans, hein. Donc c'est véritablement un geste de la seconde génération, hein, pour la première génération. Alors bien sûr instrumentalisé par le PS, etc. Je passe, hein, sur tout cela, hein. Il y a toujours une récupération politique à un moment donné, notamment dans la campagne de 88. Mais je vais dire une petite chose maintenant, quand même, sur l'immigration contemporaine, en conclusion. Alors, vous dire que bah, vous voyez l'évolution entre 68 et 2018, hein, de la population immigrée. Alors, on a parlé des étrangers immigrés, c'est que c'est pas tout à fait la même chose. Avant, on avait beaucoup de statistiques sur les étrangers, hein, donc ceux qui sont juridiquement étrangers. Les immigrés, c'est ceux qui sont nés à l'étranger, hein. Et il y a une petite différence ici. Je vais pas le temps de vous réexpliquer tout ça, mais vous le savez. Et puis dans les questions, on pourra le réexpliquer plus amplement. Mais grosso modo, maintenant, on donne plutôt des statistiques en termes d'immigrés, hein. Donc, des gens nés à l'étranger, hein, et qui sont venus, hein, en France. Alors, entre 68 et 75, hein, c'est la progression dont on a parlé tout à l'heure. Vous voyez que la période de crise, hein, 75, là, ça va jusqu'en 99, il y a une baisse, c'est logique. Et des baisses, ça c'est des baisses statistiques générales, mais il y a des baisses beaucoup plus accentuées, notamment dans les années 80, hein, les années crise des années 80, hein, par exemple en Lorraine, etc. Vous avez des baisses extrêmement fortes, hein, extrêmement fortes. Et puis, depuis le début des années 2000, vous avez une augmentation, hein, de ces migrations, parce que c'est une migration plus familiale, etc., plus en famille, hein, et vous avez une progression, hein, importante de cela, avec une féminisation des flux, hein, je vais en dire un mot. Au grosso modo, aujourd'hui, hein, vous avez plus 1,5% par an, hein, dans le Grand Est, ce qui est un petit peu inférieur à la moyenne nationale, hein, plutôt plus 2% par an pour la France métropolitaine. Alors aussi, c'est ça la grande mutation. Les motifs de délivrance des premiers, hein, comme des seconds titres de séjour, hein, c'est du tout les mêmes. Vous voyez que l'immigration économique, hein, c'est cinquième.
Alors que le regroupement familial, hein, c'est un grand volant. Et puis, il y a l'augmentation, hein, du nombre d'étudiants, avec tous les accords, etc. L'entrée, hein, des populations immigrées, on va dire, par les études, hein, et avec souvent, hein, des étudiants qui vont rester. Alors, c'est un brain, hein, c'est ça, une fuite des cerveaux pour les pays d'origine, hein, avec un vrai problème autour de ça, mais aussi, hein, une France qui vieillit, hein, une région Grand Est qui vieillit également, hein, qui a besoin, hein, de ces ressources-là. Et les questions, les dimensions humanitaires des réfugiés, etc., hein, dont on nous rabat les oreilles dans tous les médias, et souvent pour en parler de manière déformée, hein, représentent une partie qui est une partie pas si significative de sa migration. Si on regarde les premiers titres de séjour, vous voyez, hein, 25%, mais si on regarde les renouvellements, hein, ce qui est classé dans l'humanitaire, c'est 5%. Voilà. Alors, vous avez que les divers, là, sont importants, donc c'est un peu plus, hein, si on prend une partie des divers. Mais faut vraiment le voir aujourd'hui, hein. Le grand moteur des entrées aujourd'hui, c'est le regroupement familial, c'est la question de l'augmentation des migrations des étudiants. Alors, je voudrais quand même vous montrer une petite carte, hein. 2020, la part des immigrés dans la population des EPCI du Grand Est, hein, selon l'INSEE, bon, 521 000 immigrés, 9,4% de la population du Grand Est. Derrière, derrière PACA, mais PACA est au contact, hein, 11%, et très loin derrière l'Île-de-France. Vraiment en Île-de-France, ça a beaucoup progressé. 2 tiers des immigrés, hein, vivent dans les 3 départements, on va dire, urbanisés et frontaliers qui sont ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, hein, et l'immigration régionale par rapport, hein, aux années des Trente Glorieuses, si vous voulez, s'est déplacée du sillon lorrain vers l'Alsace, hein, territoire qui regroupe aujourd'hui l'Alsace, 43% des immigrés du Grand Est, hein, et le premier département, c'est le Bas-Rhin, hein, devant la Moselle. C'est quelque chose qui est aujourd'hui, bien sûr, significatif. Alors, je me suis amusé à faire un petit tableau, de reprendre les EPCI euh, qui avait plus que la moyenne, donc plus que 9,4%. Bah, ce qu'on voit, hein, on voit bien sûr que beaucoup dans les grands centres urbains, hein, et un rôle essentiel de la frontière, hein. Quand vous avez des ruraux, ils sont souvent, hein, regardez, hein, proches de la frontière, hein. Les ruraux sont en vert ici, tira, et à chaque fois, hein, c'est souvent, hein, pour pas dire toujours, hein, des EPCI qui sont, hein, proches de la frontière. Alors pourquoi cela? Alors vous allez me dire, la frontière attire, bien sûr, venus d'autres régions de France, etc., et d'autres pays étrangers pour aller vers la frontière pour trouver des opportunités d'emploi, mais vous avez aussi, hein, et ça l'INSEE l'a bien cartographié, des gens qui sont des actifs, par exemple luxembourgeois, etc., qui viennent s'établir en France et qui continuent à travailler de l'autre côté, hein, de la frontière, parce qu'il y a toute la question de l'immobilier dans les régions frontalières, hein, qui est quelque chose d'important, etc. Il y a tout un phénomène. On aurait la même chose, je n'ai pas le temps de le développer, avec la frontière suisse, hein, à développer autour de ça. Euh, Regardez ça, répartition des immigrés euh, dans le Grand Est par zone d'origine en 68 et en 2018. En 68, 85% des immigrés sont d'origine européenne. 2018, vous n'avez plus que 47% des immigrés qui sont d'origine européenne, hein, et plus d'un immigré sur deux est né en Afrique, 34%, ou en Asie, 17%, hein. Ce qui ne veut pas dire que les immigrations européennes ne se renouvellent pas, sont différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les immigrations européennes, des Portugais, des Espagnols, des Italiens qui viendraient, par exemple, dans le Grand Est, sont beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus en famille, beaucoup plus féminisés, hein, que celles de leurs pères, de leurs oncles, de leurs grands-pères, hein, qui ont pu toucher la région. Ça, ce sont des mutations qui sont des mutations importantes, hein, des mutations qui sont des mutations même considérables, hein. Aujourd'hui, une immigration, regardez la pyramide des âges, regardez le côté des femmes, hein, qui est plus féminisé. 51%, hein, des immigrés sont en fait des femmes aujourd'hui, hein, contre 52% en France. Donc, une féminisation, hein, qui est quelque chose d'essentiel, vraiment d'essentiel. Alors, je voudrais dire une dernière chose qui est très importante, c'est la polarisation justement des emplois. Vous avez à la fois des emplois très qualifiés et des emplois très peu qualifiés. Regardez, aujourd'hui, hein, les déserts médicaux,
le grand bassin parisien, l'hôpital public du grand bassin parisien, hein, qui manque de bras. Hein, on va chercher ces gens, bien sûr. Regardez, hein, si on regarde les extra-communautaires, Syrie, Tunisie, Syrie, Maroc, Liban, Madagascar, etc. Et on prend bien sûr à ces pays un certain nombre de médecins dont ils auraient eux-mêmes besoin. Hein. Et si on regarde le chiffre français, au niveau français, hein, au 1er janvier 2023, hein, vous avez 48,8% de femmes et 51,8% d'hommes. Les femmes sont en train, hein, dans les professions médicales, de rattraper les hommes. Ça, c'est ce que vous voyez tous. Si vous avez été chez l'ophtalmo, vous n'avez pas trouvé, hein, vous êtes peut-être tombé sur un ophtalmo étranger, sur un anesthésiste étranger, etc., etc., etc. Donc ça, il y a une partie, hein, d'une migration plus qualifiée, hein, plus féminine, etc. Oui. Donc, mais il y a une polarisation. Hein. Alors j'ai essayé de faire, c'est un montage, hein, vous dire que si on regarde le niveau d'éducation des immigrés, hein, euh, c'est au niveau français. 35% sont peu diplômés, hein, contre 18% des descendants d'immigrés et 13% des personnes sans ascendance migratoire. Mais 28% sont diplômés du supérieur, contre respectivement, hein, 25% des enfants immigrés et 28% pour les personnes sans ascendance migratoire. Donc on a ces deux choses-là. Ça veut dire qu'on a à la fois les médecins, hein, j'aurais pu prendre les prêtres ou d'autres professions qualifiées, mais en même temps, on a toujours les travaux que les Français ne veulent pas faire. Hein. Sur les chantiers aujourd'hui, vous avez toujours énormément d'étrangers. Dans ce qui va être très important et qui devrait faire l'objet d'un débat, hein, lors des prochaines présidentielles, mais ça va être le cas, le travail du care. Comment, le travail du soin, hein, pour le dire en français, comment on accompagne vers le grand âge, notamment, hein, nos aînés. Qui le fait? Hein. C'est la main-d'œuvre immigrée, hein, précaire et souvent très invisible, qui le fait. Hein. Et bien sûr, quand on dit, ah oui, mais, et ça vous allez avoir un argument, les immigrés et leurs descendants sont plus touchés par le chômage que les non-immigrés, oui, c'est juste. Hein. Et vous avez même un écart plus marqué en France que dans d'autres pays européens. Oui, mais il faut se rappeler que une partie d'entre eux occupent des emplois précaires, peu qualifiés, à temps partiel subi, hein, sur des horaires décalés. Si vous avez pris les transports en commun, hein, parfois le matin, bah, regardez, hein, qui est dans les bus, hein, qui est dans le tramway, hein, qui est dans le métro. Hein, et vous comprendrez une partie de comment, hein, fonctionne ce pays. Dernier élément, c'est le vieillissement, bien sûr, de la population immigrés. Hein. Ici, les Chibani, hein, parfois les oubliés de l'histoire, mais regardez, hein, l'âge moyen des populations du Grand Est, hein, population immigrée, 42 ans en 1968, 46 ans en 2018, hein, et les 65 ans et plus représentaient 13,2% en 68. Hein, c'est normal qu'en 2018, ils représentent beaucoup plus, 20,7%. Et parmi eux, même s'il y a l'image des Chibani, il y a beaucoup de femmes, parce que les femmes vivent plus âgés, hein, et il y a eu le regroupement familial, etc., important, après 73, 73-75, vous avez, hein, bien entendu, pas mal de femmes, parce que les femmes, bah, survivent parfois, hein, à leur mari pendant de nombreuses années. Je mets une dernière image ici, c'est l'image, bien sûr, des derniers arrivés, des réfugiés ukrainiens issus des cours de français ici à Metz, plusieurs milliers de réfugiés ukrainiens dans de nombreux départements du Grand Est, à qui on a appliqué la protection temporaire qu'on n'a pas accordée, notamment aux réfugiés syriens. Voilà, et peut-être ultime image pendant notre débat, hein, voilà, la nécropole nationale de Sulp, hein, avec ses tombes musulmanes qui renvoient au sacrifice des premières et des deuxièmes guerres mondiales. Voilà, pardon pour avoir dépassé un petit peu dans mon élan. Ben, merci Stéphane. C'est difficile de faire un propos ramassé pendant 2 heures sur une histoire de plus de 100 ans. Donc, on, on Non, en, puis je voulais on- vraiment marquer la fresque, etc., et montrer, notamment, hein, pour les populations venant du Maghreb, etc., la longue durée de leur présence dans la région, etc. Ça, c'est des choses importantes et peut-être qui
que j'ai voulu plus marquer pour essayer aussi de donner un certain nombre d'arguments dans le débat public. Ça, c'est des choses qu'il faut rappeler et Oui. qui sont parfois ignorées. Je tenais voilà, au nom du réseau à te remercier pour ce propos, pour cette conférence. Je remercie tout le monde pour leur présence. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous, au revoir.